pense que ma réponse va être longue. Alors du coup, je vais commencer en disant non. Je n'ai pas tout à fait peur des critiques. Maintenant, je sais que les critiques, aujourd'hui, à notre niveau, sont obligatoires. On est obligé d'avoir des critiques, positives ou négatives, sur notre film, de la part des journalistes. Pour moi, ce qui compte, avant tout, c'est les spectateurs. Moi, j'ai envie que les spectateurs, ils aiment le film, j'ai envie que les spectateurs, ils aient peur, j'ai envie que les spectateurs, ils apprécient le film. Et ça, c'est la plus grande récompense. Maintenant, on sait que pour avoir des spectateurs, quand on est à un niveau aussi modeste que le nôtre, c'est-à-dire un niveau d'un film qui n'a pas d'argent, etc., on sait que pour avoir des spectateurs, on a besoin de la presse. Donc, du coup, je vais vous répondre exactement ce que je pense par rapport à tout ça. Alors, pour commencer, nous, on a fait un film qui coûte 20 000 euros. Et j'ai déjà, dans d'autres questions, j'ai déjà répondu par rapport au budget. Ce que ça signifie, c'est un film qui coûte que dalle, en gros. Et une fois, une personne a vu le film et ne l'a pas aimé. Voilà, c'est important de le dire, n'a pas aimé le film. Et moi, je lui ai posé cette question. Je lui ai dit, ok, t'as pas aimé le film, c'est ok. Est-ce que pour toi, qui n'as jamais vu de film si peu cher, parce que c'est le film le moins cher que tu aies vu dans ta vie, est-ce que c'est le pire film que tu aies vu? Et là, la personne m'a répondu, ah bah non, parce que moi, j'ai vu Morbius. Moi, je vais être honnête avec vous, moi, je n'ai pas vu Morbius. Et je me passerais bien de dire si c'est bon ou si c'est mauvais. Parce que c'est pas mon rôle. Mais le fait que cette personne m'a dit ça, ça m'a ravi. Ça m'a ravi, je me suis presque dit que c'était le plus beau compliment qu'on puisse nous faire. Parce que Morbius, ça coûte, je ne sais pas combien ça coûte d'ailleurs, ça doit coûter peut-être 80 millions d'euros, ou peut-être plus, peut-être des centaines de millions d'euros, je ne sais pas, je ne connais pas le budget exact de Morbius. Mais je sais que notre film, il coûte 20 000 euros. Et que 20 000 euros, eh ben, c'est même pas le prix qu'a été payé le coiffeur de Jared Leto sur Morbius. Alors si la personne nous dit que notre film il est mieux que Morbius, eh bien moi je me suis dit donc ça veut dire que notre film il a toute raison d'être au cinéma déjà, d'être sur Netflix, d'être sur Amazon Prime, d'être sur toutes les plateformes, puisque si notre film pour certains est mieux qu'un film qui coûte des millions de dollars, alors c'est qu'on a réussi notre film. Et ce qui soit bon ou mauvais. Parce que je pense qu'il y a des fans de Morbius aussi. Enfin moi, encore une fois, je ne l'ai pas vu. Hein. Donc ça, c'est un premier point. Et aussi parce que pour être objectif avec son propre film, c'est très compliqué. Parce que savoir la qualité ou l'absence de qualité d'un film qu'on a soi-même réalisé, c'est très 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 compliqué. Maintenant, quand je prends un minimum d'objectivité par rapport à mon travail, un minimum, je sais clairement, et c'est pas du tout pour me vanter ou quoi que ce soit, je ne sais pas à quel point le film peut être bon, mais ce que je sais, c'est qu'il est très loin de faire partie des plus mauvais films que j'ai vus. Et dans les plus mauvais films que j'ai vus, les autres sont déjà sortis au cinéma, etc. De ça et tout. Donc là-dessus, je pense qu'on a une légitimité à sortir. Maintenant, on va continuer là-dessus. Par rapport aux critiques et par rapport à la peur des critiques, moi je vais être très honnête, pendant des années, je ne pensais qu'à eux. Et ça m'a bloqué. Ça m'a bloqué. Je pense que si mon premier film, je le fais si tard dans ma vie, c'est avant tout parce que j'avais peur des critiques. Parce que j'ai beaucoup traîné dans le milieu journalistique. J'ai beaucoup côtoyé ces gens, que ce soit des journalistes professionnels ou des journalistes amateurs, j'en ai beaucoup côtoyé. Et aussi, je dois l'avouer, il y en a certains que j'admirais. Et quand j'ai eu des retours de certaines personnes sur certains de mes courts-métrages, etc., ça m'a détruit. Certains retours m'ont détruit, m'ont mis plus bas que terre, etc. Et moi, ça m'a empêché de continuer déjà dans le court-métrage, sachant que le court-métrage, c'est quelque chose que j'aime pas trop de base, mais ce que j'aime, c'est les longs. Ça m'a empêché, ça m'a littéralement empêché de travailler. J'avais tellement peur de ce qu'on pouvait dire de mon travail, parce que il faut comprendre que Sans Voix, c'est un film, c'est 2 ans de ma vie, d'accord? Et quand tu fais un court-métrage, quand tu fais un film, c'est des mois, c'est des années de ta vie, c'est un travail énorme de faire un film. Et de savoir que quelqu'un, en une phrase, peut détruire totalement ton travail, ça me rendait fou. Ça me rendait fou et j'ai eu peur. Voilà. J'ai eu peur et j'ai eu peur pourquoi? Parce que j'avais peur de ce que les autres pensaient de mon travail. Et s'il y a quelque chose qui est important dans la vie, c'est qu'en fait, il faut pas se soucier de ce que les autres pensent de soi. Si on a envie de faire un film, on fait notre film. Si le film, il plaira à des gens, quoi qu'il arrive.
Et ça, c'est le plus important. C'est-à-dire que je connais pas de film qui plaise à personne. Et quoi qu'il arrive, en fait, il faut le faire. Il y a des gens qui aimeront, il y a des gens qui aimeront pas, peu importe. Je veux dire, aujourd'hui, les gens ils disent que Citizen Kane, c'est le plus grand film du cinéma, et moi, je connais des gens qui n'aiment pas Citizen Kane. Donc s'il y a même des gens qui n'aiment pas Citizen Kane, alors de toute façon, le film que vous ferez, il y a des gens qui ne l'aimeront pas. Donc au final, j'ai eu tort de perdre toutes ces années à m'inquiéter de ce que les autres allaient penser, vraiment, de mon travail. Maintenant, toujours pour parler des critiques, voilà, le problème que j'ai eu aussi, et c'est ça qui m'a bloqué, c'est que j'ai été à une école de cinéma où l'un de mes profs était critique de cinéma. Pas un grand critique, quelqu'un qui avait fait quelques papiers, dont de rares avaient été publiés dans des journaux prestigieux, mais très peu de papiers de sa part a été publié. Et moi, j'étais en admiration envers cette personne. Et un jour, lors d'une discussion, je peux même vous le dire, hein, c'est une discussion où j'expliquais deux choses. Je citais Alfred Hitchcock, dans Hitchcock par Truffaut, qui estimait qu'un bon critique était quelqu'un qui avait déjà tenu une caméra, ou du moins quelqu'un qui savait ce que c'était que de tenir une caméra. Je ne faisais que citer Hitchcock. Et ensuite, j'avais dit, et c'était ça l'outrage absolu, j'avais dit que moi, je préférais, en tant que réalisateur, Peter Jackson à Wong Kar-wai. Quand j'avais fait ça, moi, mon professeur de cinéma, quelqu'un que j'admirais et qui était justement un critique, m'avait carrément traité de nazi, pour avoir dit quelque chose comme ça. Et à l'époque, ça m'avait mis plus bactère. Alors, pas seulement parce que lui avait fait ça, mais bon, j'avais plein de choses dans ma vie qui n'allaient pas à cette époque. Et moi, ça m'avait vraiment détruit, ce truc-là, jusqu'à ce que je parle de cette discussion avec un journaliste beaucoup plus haut placé que cette personne, et que j'admirais vraiment, vraiment, parce que je suivais tout ce qu'il avait écrit depuis ses débuts, et que je me permette de le contacter et que je lui explique la situation sans nommer la personne en question. Et que là, il m'a dit, bah écoute, moi je pense que si ce que tu me dis est vrai, ton prof est un connard absolu qui ne connaît rien au cinéma. Il m'a dit parce que c'est inadmissible en fait de dire des choses comme ça, de penser comme ça, etc., de penser qu'il y a une vision unilatérale du cinéma. Pourquoi je cite ça? Parce que c'est vraiment pour dire que pour moi, chez les critiques, en fait, il y a deux types de critiques. Il y a le critique qui, lui, est dans la bienveillance, et il y a le critique qui, lui, est toujours dans la malveillance, en fait. Il y en a certains qui aiment juste faire du mal aux autres, et que c'est pour ça qu'ils sont critiques. Et il y en a qui sont critiques parce qu'en fait, ils aiment le cinéma. Et pour moi, ça, c'est deux points très importants. Ensuite, et je suis désolé de faire une vidéo aussi longue, mais j'ai vraiment envie de parler de tous ces critiques, etc., de ça et tout, parce que c'est important, en fait. C'est quand même des gens qui disent du mal du travail de la plupart des artistes, et dont on ne dit jamais de mal, et dont on ne parle jamais d'eux. Voilà, on a eu aussi une expérience qui nous a fait beaucoup de mal avec Philippe Orlandini, c'est qu'on a travaillé sur un précédent film qui s'appelait Léa, et qui était une grosse production, enfin à notre niveau, qui était censé être une grosse production, qui aurait dû se faire. Et à cette époque, on avait besoin de promos. Et comme il y a des journalistes qu'on respectait au plus haut niveau, des journalistes dont on était fan depuis des années et qu'on suivait depuis des années. On a acheté tous leurs livres, on a acheté tous leurs magazines, on écoutait leurs podcasts, on regardait leurs vidéos, enfin voilà. Et ces journalistes-là, ils nous connaissaient aussi personnellement, et on les avait en amis Facebook aussi, de ça. Et un jour, on leur a dit, écoutez, on aurait juste besoin de quelque chose, on aurait juste besoin, si l'un d'entre vous, ou vous tous, ce serait même encore mieux, mais pouvait juste poster la bande-annonce de notre film. Sur Facebook, hein. On leur a même pas demandé de le faire sur un de leurs médias, hein. Nous, ça nous aiderait beaucoup. Et alors qu'ils nous répondaient tout le temps quand on demandait si on avait le droit de les citer ou des choses comme ça et tout, là ils nous répondaient toujours, hein, quand c'était à leur gloire. Quand on leur a demandé ce petit service qui était de poster la bande-annonce de notre film, et ben vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont tous lu notre message et personne ne nous a répondu. Et là, moi je me suis dit, ben, ces gens qui passent leur temps en fait à dire ouais, le cinéma français ça avance pas, ça bouge pas, il y a pas assez de cinéma de genre, etc., et tout. Bah en fait, quand le cinéma de genre français il vient frapper à leur porte, et qu'ils ont moyen, en fait,
de le promouvoir un petit peu ou de l'aider un petit peu, bah ils font rien. Et ça, nous, ça nous a dégoûtés. Sincèrement, ça nous a dégoûtés. Euh, donc moi, je tiens à le dire, hein, même si ces gens, encore aujourd'hui, en fait, je les respecte dans le sens où j'écoute encore ce qu'ils font, je lis encore ce qu'ils écrivent, je regarde encore ce qu'ils font. Voilà, je leur souhaite pas de mal, mais je veux dire, il faut se rendre compte quand même de ces choses-là, parce que moi, si leur métier, si ça fait pas partie de leur métier, en fait, de promouvoir les petits gens, tu vois, les petits gens qui font des films, ben, je sais pas en fait ce que c'est leur métier, et je sais pas pourquoi ils le font. Voilà. Donc je tiens à dire ça aussi. Je vais continuer en vous parlant d'un autre sujet. Alors ceux qui veulent faire des recherches sur moi arriveront peut-être à trouver, mais ça va être très très dur. À l'époque, en fait, j'ai été producteur sur un film qui est sorti en DVD et que vous pouvez voir sur des plateformes de streaming. Je ne vais pas citer le film parce qu'en fait, mon nom a été enlevé du générique par des gens pas très bien intentionnés, mais c'est pas grave. Ce film, comme je l'ai dit, il est sorti. Et quand il est sorti, c'était un film d'horreur aussi, c'était à petit budget aussi, ce film avait besoin de promotion. Ce film avait besoin qu'on parle de lui. Et je me souviens que dans les revues spécialisées de cinéma d'horreur, le film n'avait pas été très apprécié, c'est pas grave. Mais par contre, il y avait un truc qui m'avait choqué. C'est que je m'étais dit, le réalisateur du film, il a travaillé plus d'1 an de sa vie là-dessus. Et la seule chose qu'il avait récoltée dans la presse spécialisée horrifique, c'était ça. C'est-à-dire qu'il y avait 5 lignes sur son film. Alors là, vous allez me dire, ouais, mais c'est normal parce qu'ils n'ont pas aimé le film. Alors moi, je suis d'accord avec ça. Ils n'ont pas aimé le film. Mais à l'époque, par exemple, ils n'avaient pas aimé Star Wars épisode 1 non plus. Sauf que Star Wars épisode 1, il avait eu 50 pages. Ils ont détesté le film et il a eu 50 pages, étalé sur plusieurs numéros. Et là, ce petit film de réalisateur méconnu, il avait eu 5 lignes. Et encore une fois, je reviens toujours là-dessus, mais parce que les gens, ils se plaignent qu'il n'y a pas de cinéma de genre français, etc. Mais si on le casse de cette manière, en lui privant son droit d'exister, parce que 5 lignes pour parler d'un film, 5 lignes pour parler d'1 an de travail d'une personne, c'est quoi ça? C'est pas du manque de respect, ça? Je vous le demande. Ben moi, je pense que c'est du manque de respect. Enfin voilà, voilà ce que je pense. Je pense qu'aujourd'hui, notamment sur le cinéma à petit budget, les critiques font un petit peu trop la pluie et le beau temps. C'est un peu trop facile de dire du bien ou de dire du mal de la dernière grosse production Marvel sur des pages et des pages, et de prendre le film qu'un mec a sué sang et eau à faire pendant des années, et de d'écrire 3 lignes. C'est trop facile ça. C'est trop facile, et c'est pour ça que aujourd'hui on va vers une uniformisation du cinéma. On va vers des films qui se ressemblent tous, parce que à chaque fois que quelqu'un essaye d'élever la voix, essaye de faire quelque chose qui ne ressemble pas à ce qu'on fait habituellement, et ben il y a toujours des critiques qui sont là pour défoncer le truc. Pour défoncer le truc, surtout sur les petits budgets. Et tous les films qui, effectivement, parce qu'il y a des films qui ne ressemblent pas à d'autres, il y a des films qui sont très bien, qui ne ressemblent pas à d'autres, ils ont quand même des budgets qui sont bien supérieurs. Et eux, on en parle, mais pourquoi on en parle? On va en parler parce qu'il y a une grosse production derrière, parce que ça a été montré au Festival de Cannes, parce que machin, etc. Mais tous les petits films, comme le nôtre, on leur refuse le droit d'exister. Et puis là, on verra, parce que au moment où je fais cette vidéo, on en est au tout début de la campagne promotionnelle du film, on n'a pas de thunes, on n'est pas dans les festivals, on n'a rien. On verra comment ça va se passer. Mais moi, je pense pas que j'ai tort. Et si j'ai tort, je referai une vidéo pour dire, ah bah vous voyez, dans cette vidéo, j'ai eu tort, et en fait, on est soutenu par tout le monde, etc. etc. et tout. Je le dirai. Mais là, actuellement, moi, je parle de l'expérience de mon passé. Et on verra quel sera mon futur et qui deviendra mon passé au moment où je ferai une vidéo. Je dis beaucoup de choses, voilà, sur les critiques. Et honnêtement, je tiens encore à le dire, hein, de base, c'est un métier que je respecte. Et il y a beaucoup de gens enfin, il y en a de moins en moins, mais il y a des gens que je respecte dans ce métier. Parce qu'il y a des gens qui font leur travail correctement, il y a des gens qui sont bienveillants dans ce métier. Malheureusement, c'est pas la majorité. C'est pas la majorité. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, quand on regarde aussi leur propre travail, moi, je sais qu'à l'époque, je lisais beaucoup, beaucoup de presse écrite. Et je lisais beaucoup de presse écrite. J'ai commencé à lire de la presse écrite à partir de mes 6 ans. C'est-à-dire à partir du moment où j'ai su lire, j'ai commencé à lire Mad Movies à l'époque. Et après, j'ai lu d'autres livres, etc. Et
Ce que je me souviens, c'est qu'on a vécu, enfin j'ai vécu, une période où il y avait des super critiques. Il y avait des super critiques dans les années 90 et tout, il y avait des super critiques. Et encore, c'est parce que moi j'ai vécu dans cette époque-là, mais je sais qu'il y en avait des meilleurs encore avant. Et au fur et à mesure que le temps a passé, j'ai vu le niveau de la critique française baisser. Et c'est pas prétentieux ce que je dis, parce que j'ai même lu un article de Michel Simon qui fait partie, lui, des plus grands critiques au monde, et où Michel Simon, il disait la même chose. Il disait, mais pouvez-vous citer le nombre d'articles sur le cinéma où on vous parle de mise en scène? Vous allez voir, si vous prenez là, vous allez sur Google tout de suite, vous regardez le film qui est sorti cette semaine, vous regardez les critiques de tout le monde sur un film qui est sorti cette semaine, et regardez déjà s'il y a un seul article qui parle de la mise en scène. En général, au pire, vous allez en trouver un. Aujourd'hui, le niveau de la critique, il a baissé. Et on continue de les écouter de moins en moins. Ça, je trouve ça bien aussi qu'on les écoute de moins en moins, parce que, comme je dis, le niveau a baissé. Et pourquoi je dis que le niveau a baissé? Parce qu'on ne vous parle plus de mise en scène, on ne vous parle plus d'intention de réalisateur. La chose dont on vous parle le plus, c'est le scénario. Mais même là-dessus, on ne va pas analyser la structure même du scénario. De manière générale, qu'est-ce qu'on va faire? On va vous dire, eh ben moi j'aime le film parce qu'il est de gauche, comme moi. Tu sais pas si le film est bien ou pas, mais tu sais qu'il est de gauche, comme le journaliste. Ou alors, on va te dire, ah ben, moi j'aime pas le film parce qu'il est de droite. Voilà. Ou alors, on va te dire, ah ben moi, le réalisateur, enfin le scénariste, ou le réalisateur, il a fait ça, et moi j'aurais plutôt fait comme ça. Mais en fait, on s'en fout de comment le journaliste, il aurait fait le film. C'est pas pour ça qu'on est censé les lire, tu vois. C'est complètement fou. Lisez, vous allez voir, la majorité des critiques qu'on lit, le journaliste nous explique comment lui aurait fait s'il était à la place du réalisateur. Mais peut-être que s'il n'est pas à la place du réalisateur, il y a une bonne raison aussi. Parce qu'il n'y est pas, justement, à la place du réalisateur. Donc on s'en fout de savoir comment il aurait fait. Il doit juger ce qu'il a face à lui. Il ne doit pas juger ce qu'il a face à lui par rapport à comment lui aurait fait, etc. Surtout que comment il aurait fait, il n'en sait rien. Comment il peut savoir comment il aurait fait? Par exemple, moi on me l'a dit sur mon film, on m'aurait dit, moi si j'avais été à ta place, j'aurais fait comme ça. Mais à ma place, il aurait fallu être sur le plateau de tournage, le jour où on tournait la scène. Il aurait fallu vivre ce que j'ai vécu. Il aurait fallu que tu saches comment tu gères ton équipe, comment tu gères la météo, comment tu gères telle chose, comment tu gères le maquillage, comment tu gères le truc. Donc en fait, tu peux pas dire ce que tu aurais fait à ma place. C'est trop facile. Si tu vas en dehors du cinéma, c'est comme quand tu as des gens qui ils ont un accident de voiture, ils ont des choses comme ça, et tu dis, ouais, ben moi, à la place, j'aurais fait comme ça. T'en sais rien. Parce que quand tu vis le truc, eh ben, c'est qu'à ce moment-là que tu sais ce que tu fais. Mais dire, à la place de machin, j'aurais fait ça, à la place de bidule, j'aurais fait ça, ça marche pas. Et encore moins sur les critiques, c'est pas leur rôle de faire ça. Donc je continue. Il y a un autre point, c'est que nous, en plus, on fait du cinéma à petit budget. Et quand on fait du cinéma à petit budget, moi, j'ai remarqué quelque chose, parce que je me suis retrouvé face à des critiques par rapport à ce film. On ne nous pardonne rien. Et ça, c'est fou parce que ils savent qu'on a le budget cacahuète d'un Marvel, par exemple. Ils le savent. Mais ce qu'ils vont pardonner à un Marvel, ce qu'ils vont pardonner à des films à 200 millions d'euros, ils vont pas nous le pardonner à nous. C'est-à-dire que, par exemple, à un moment donné, on m'a dit ouais, dans ton film, il y a des effets de mise en scène. Et moi, je dis, bah non, il n'y a pas vraiment d'effet de mise en scène. Et on me fait, si, à ce moment-là, il y en a un. Ouais, d'accord, il y en a un. Et du coup, ça, on ne me le pardonne pas. On ne me pardonne pas qu'à un moment donné, il y a un mouvement de caméra en accéléré. Alors que dans un blockbuster, on va lui reprocher qu'il y a ces effets de mise en scène à partir du moment où il y en a, où il y en a 50. Mais moi, s'il y en a un, ça va pas. Il y a plein de films, par exemple, où il y a des faux raccords dans tous les sens, on va rien dire. Et si dans un film à 20 000 balles, il y en a un, on va le reprocher. Si, alors je crois que j'ai aucune perche dans le cadre, mais s'il y a une perche dans le cadre dans un film à 20 000 euros, on lui reproche. S'il y a une perche dans le cadre dans un film à 100 millions, au pire on dit oh, il y a une perche dans le cadre. Vous voyez? En fait, selon qui on est et selon le budget du film, on vous reproche plus ou moins de choses. Vous voyez? Par exemple, un truc tout bête, la majorité des gens, attention, je ne me compare pas du tout, mais la majorité des gens estiment que Stanley Kubrick est un génie. Dans Eyes Wide Shut, il y a carrément un perchiste à un moment donné qui est dans le cadre. Et ben personne ne s'est foutu de la gueule de ce truc-là. Au pire, on le note, mais c'est tout. Alors que si vous prenez le film d'un mec qui vient de débuter,
dont c'est le premier film et qu'il y a un perchiste dans le cadre, on va dire ah c'est un gogol, il y a un perchiste dans le cadre. Ce que j'essaie de dire, c'est on ne laisse rien passer sur les films à petit budget. On s'en prend 10 fois plus plein la gueule que les films à gros budget. Ça aussi, c'est pas très cool niveau critique. Maintenant, après, c'est pareil. Comme je l'ai dit, quand j'ai dit que les critiques nous disent ouais, à votre place, j'aurais fait ça, etc., ça et tout, il y a quand même ce truc, c'est qu'à un moment donné, ils sont pas réalisateurs. Et que nous, en tant que réalisateurs, je parle de moi, je parle de tous ceux qui veulent faire des films plus tard, de ceux qui ne se sont pas lancés encore et qui veulent en faire, en fait, on s'en fout qu'ils nous disent des choses comme ça. Parce que c'est comme si moi, par exemple, moi je suis pas plombier. C'est comme si j'allais voir un plombier et que je lui disais ouais, tu sais, franchement, ton métier, tu devrais le faire autrement. Ben, en fait, non. Non, c'est pas intéressant, le plombier, il en a rien à faire. Donc nous ces gens-là, en fait, il faut juste pas qu'on les écoute. Ils ont une importance parce qu'effectivement, on est obligé de passer par eux, du moins à notre niveau. Hein. Si un jour vous êtes James Cameron ou Steven Spielberg, etc., vous vous en foutez littéralement de ce que disent les critiques, mais quand on est à notre niveau, on est obligé de passer par eux, on est obligé d'espérer qu'ils veuillent bien faire un article, parce que ça, c'est le pire pour nous, c'est de n'avoir aucun article, de n'avoir aucun podcast, de n'avoir rien du tout. C'est pire, il vaut mieux qu'un critique nous dise que notre film, il mérite 0 sur 10, c'est un nanar complet, il vaut mieux qu'un critique fasse ça, plutôt que de ne rien avoir sur votre film. Mais bon, on est obligé de passer par eux, c'est comme ça. Par exemple, comme je veux citer personne dans le monde du cinéma, etc., je vais vous donner l'exemple d'un critique de manga et d'animé. Quand je vous expliquais le fait que les critiques ils disent très souvent moi j'aurais fait comme ci, moi j'aurais fait comme ça. Et du coup, moi, de temps en temps, je suis un influenceur critique, etc., de manga qui parle de Dragon Ball, parce que moi je suis fan de Dragon Ball. Et très souvent, il découvre les chapitres de Dragon Ball Super, qui est le dernier Dragon Ball, et souvent il dit ah ouais, mais moi j'aurais fait comme ça. Ah, et pour le prochain, ce serait bien qu'il fasse comme ça. Oh, qu'est-ce que c'est nul parce qu'il n'a pas fait comme moi je voulais qu'il fasse. Et c'est de ça que je parle en fait, avec les critiques qui est vraiment problématique, parce qu'en fait, non, les artistes, ceux qui créent les œuvres, font leurs œuvres comme bon leur semble, ils n'ont pas à le faire comme un youtubeur, un critique, un journaliste a envie qu'il les fasse. Si le critique, le journaliste ou le youtubeur veut qu'une œuvre soit telle qu'il la souhaite, eh ben, il n'a qu'à la faire lui. J'ai terminé en disant une chose. Ce n'est pas que les critiques ne sont pas utiles, d'accord ils sont très utiles, au contraire, pour l'industrie des stylos bics. Parce que sans eux, ils en vendraient moins. Pour l'industrie du crayon de papier, de la gomme, des feuilles blanches, etc. Ils donnent du travail. Et puis surtout, vous savez pour qui ils sont très utiles? Ils sont très utiles pour le métier d'attaché de presse. Parce que, il ne faut pas se mentir, hein, au cas où vous ne le savez pas, la plupart de nos amis critiques professionnels, ils ne les voient pas, les films. Non, non, ils voient juste les films qu'ils ont envie de voir. Mais il y a plein de films qu'ils ne vont pas voir. Tout comme ils ne lisent pas les romans des romanciers, et tout comme ils ne regardent pas les pièces de théâtre qui sont censés critiquer. Il y en a plein qui ne regardent pas toutes ces choses-là. Et vous savez ce qu'ils font? C'est qu'avant le film, avant la pièce de théâtre, ou lors des conférences de presse pour les livres, on leur donne ce qui s'appelle un dossier de presse. Et bon nombre d'entre eux se contentent de lire le dossier de presse et ont déjà leurs avis sur le film. Et ça, c'est un point que beaucoup d'entre vous ignorent, mais je vais continuer sur un autre point, c'est qu'il y a aussi des critiques qui n'ont aucun avis sur les films qu'ils ont vus parce qu'ils ne sont pas assez bons. Et donc, ils vont voir le film aux grosses projections, ils attendent que les journalistes sortent et ils écoutent les conversations des autres journalistes pour ensuite les récupérer et écrire leur papier. Voilà. Donc, voilà, je voulais juste dire ça comme ça. Maintenant, je le répète encore une fois, il y a encore aujourd'hui des journalistes exceptionnels qui existent, et tout ce que j'ai dit, d'un peu critique, ne les concerne pas, eux. D'accord Et je tiens à dire qu'il y a aussi, il existe des journalistes qui sont totalement dans la bienveillance, et là, je tiens à parler, par exemple, de quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Raphaël Lorenzo, qui a une superbe émission qui s'appelle Super Grave, et lui, il est 100% dans la bienveillance. C'est quelqu'un qui aime le cinéma, qui aime partager le cinéma avec les gens, et voilà, il faut savoir que tout ce que j'ai dit, c'est pas pour lui. C'est pas non plus pour des gens comme Jean-Baptiste Toré, Michel Simon, etc. Il reste encore des professionnels aujourd'hui. Ce qui est triste aussi,
c'est que le niveau de la presse écrite professionnelle a tellement baissé qu'aujourd'hui, eh ben, moi je l'avoue, il y a des influenceurs, des youtubeurs qui font des analyses plus poussées de films que les gens qui sont payés pour le faire en tant que journaliste professionnel et qui ont une carte de presse. Et là, je ne vais pas citer de nom parce que voilà, vous trouverez vous-même, et puis chacun son avis. Et donc, un des problèmes aujourd'hui, c'est que beaucoup de critiques se mettent en fait au-dessus de l'œuvre dont ils parlent. Alors que moi, je me souviens, parce qu'on pourrait me reprocher ça aussi, on pourrait me dire, mais là, tu dis des choses, alors que toi-même, tu as écrit des articles de cinéma auparavant, etc. Et c'est vrai, c'est vrai. Sauf que moi, je me souviens quand même que quand j'écrivais des articles de cinéma, au maximum, parce que des fois j'oubliais, mais la majorité du temps, j'écrivais un petit texte à la fin de mon article de cinéma, qui était une citation du film Ratatouille. Et cette citation, moi, je vais vous la citer, parce que je pense qu'en fait, les critiques devraient se rappeler ça, se rappeler que normalement ils ne doivent pas se mettre au-dessus de l'œuvre qu'ils critiquent. Que cette œuvre, ils la jugent mauvaise ou bonne, ils ne devraient pas se sentir supérieurs à ça. Puisque eux, leur rôle est uniquement de parler de l'œuvre, alors que eux n'ont pas fait d'œuvre en soi. Donc je vais vous la citer, en remplaçant le mot « mais », les mets à manger, par le mot « œuvre ». À bien des égards, la tâche du critique est aisée. Nous ne risquons pas grand-chose, et pourtant, nous jouissons d'une position de supériorité par rapport à ceux qui se soumettent avec leur travail à notre jugement. Nous nous épanouissons dans la critique négative, plaisante à écrire et à lire. Mais l'amère vérité, qu'il nous faut bien regarder en face, c'est que dans le grand ordre des choses, l'œuvre la plus médiocre a sans doute plus de valeur que la critique qui le dénonce comme tel. Il est pourtant des circonstances où le critique prend un vrai risque. C'est lorsqu'il découvre et défend l'innovation. Le monde est souvent malveillant à l'encontre des nouveaux talents et de la création. Le nouveau a besoin d'amis. Voilà, je tenais à vous citer ceci, parce que ça va exactement avec ce que je dis. C'est-à-dire que les critiques ne doivent pas oublier qu'ils doivent se mettre en dessous de l'œuvre, qu'ils doivent arrêter avec cette position de supériorité qu'ils ont par rapport à l'œuvre, et aussi qu'ils doivent défendre les nouveaux venus et non pas les rabaisser dans des petits encarts comme ça ou en n'en parlant pas, comme ils le font un petit peu trop souvent. Là, ce que je viens de faire une vidéo où je crache un peu sur pas mal de critiques, etc. Mais en même temps, on est bien d'accord que ce sont des gens qui crachent sur les films, qui pissent dessus même. Donc, je veux dire, moi j'estime qu'en tant que réalisateur, j'ai aussi un droit de réponse là-dessus, sachant que c'est vraiment pas de la vengeance, parce que aujourd'hui, où je fais la vidéo, mon film, il en a pas encore trop reçu des critiques, etc. Donc je sais même pas, ça se trouve, ils vont adorer mon film ou quoi que ce soit, mais je tenais quand même à dire ça. Je tenais à dire qu'il existe des bons journalistes, il existe des mauvais journalistes. Et pourquoi je fais cette vidéo? C'est surtout pour tous ceux qui veulent se lancer dans leurs films, qui veulent réaliser des films. N'écoutez pas les critiques autour de vous. Continuez à faire ce que vous faites. Continuez à faire ce que vous aimez. Allez-y à fond. Et pour citer Rocky, l'important, c'est pas comment tu cognes, c'est comment tu es capable d'encaisser et de rester debout. Et ben c'est ça en fait. C'est-à-dire laissez-les dire du mal de ce que vous faites, etc. De toute façon, dans la vie, on est toujours critiqué par les gens qui font moins que vous. Les autres, ils s'en foutent. Je pense pas que vous aurez un jour d'autres réalisateurs qui viendront vous dire le mal qu'ils pensent de vous. Ça peut arriver, il y en a certains, mais de manière générale, vous n'aurez pas ça. Vous aurez des gens qui vont vous encourager, etc. Les seules personnes qui vont vous critiquer, qui vont dire tout le temps du mal de vous, etc., c'est les gens qui, de toute façon, n'ont pas fait grand-chose. Donc laissez-les, voilà. Et encore une fois, je tiens de nouveau à le dire, il existe des bons journalistes, il existe des mauvais journalistes, mais je tenais à faire cette vidéo pour surtout pour tous ceux qui veulent se lancer dans un projet artistique, que ce soit un film, un roman, une pièce de théâtre, la chanson, etc. N'écoutez pas les critiques professionnelles.